Ça, c'est le genre de concept que je commence, mais que je sais jamais si je vais terminer. Allô, allô, c'est Karine de Mon Coin Lecture et aujourd'hui, on va tenter d'associer mon univers à celui de la télé québécoise. En fait, au Québec, on a une émission littéraire qui s'appelle Livre ouvert. Elle est animée par une humoriste très célèbre ici qui s'appelle Mariana Mazza et à la fin de chaque émission, elle fait une prescription littéraire à son invité du jour. Mon but, c'est de lire toutes ces prescriptions littéraires. Je suis chanceuse, il n'y a que 8 épisodes et je vais vous faire un semi-vlog pour vous parler de ces romans-là. La première fois que j'ai côtoyé les chroniques littéraires de Mariana Mazza, c'était à Bonsoir Bonsoir, qui est l'émission préférée de ma maman avec l'animateur préféré de la dite maman. Et à ce moment-là, elle arrivait avec des livres qu'elle avait adorés et elle en parlait au public. Elle en parlait avec un enthousiasme communicatif et après ces passages, ces livres-là explosaient en librairie. On s'entend, moi je suis devin littéraire. Donc ce qu'elle fait, c'est qu'elle nous explique de quoi ça parle. Pour moi, elle en dit un petit peu trop, fait que c'est sûr qu'il faut que je me débrouille pour oublier la chronique avant de lire le livre parce que c'est sûr que je sais la fin. Après ce qu'elle a dit là, c'est sûr. Par contre, ça fait lire. Et moi, tout ce qui fait lire, je suis pour. J'étais donc bien contente de voir qu'une personne avec sa popularité puisse animer une émission littéraire pour pouvoir faire rayonner les auteurs d'ici et d'ailleurs et faire rayonner la littérature en général. C'est une émission qui est grand public, elle va visiter les bibliothèques d'artistes et se pose toutes sortes de questions par rapport à l'univers du livre. Quand l'émission est sortie au départ, il y a eu beaucoup de critiques. Pourquoi une humoriste pour parler de littérature? Écoutez, moi ça, tout ce que j'ai à dire, c'est les personnalités publiques, nous ne connaissons qu'une seule partie de ce qu'ils sont, la partie qu'ils nous montrent, et Mariana Mazza, elle adore lire et ça paraît, et c'est probablement pour ça qu'elle est capable de faire lire la terre entière. La question que je me suis donc posée, c'est est-ce que je peux me fier à ces recommandations? Est-ce que nous avons des goûts communs? Parce que, entendons-nous, quand on a cette plateforme-là, quand on a ce public-là, ce qu'on veut, c'est parler des livres qu'on a adorés. Donc, les critiques sont toujours positives. J'ai donc décidé de me lancer et nous allons voir si ces préférés vont me plaire. Quand j'ai pensé à ce projet-là, je me suis imaginé naïvement que j'aurais lu plus de la moitié des ouvrages parce que je lis quand même beaucoup. Sauf que, non, en fait, j'en ai lu seulement 2. Je vais commencer aujourd'hui par vous parler de ces 2-là et les autres, ça viendra au fil de mes lectures dans les prochains mois. On va donc commencer avec la prescription littéraire pour M.C. Gilles, qui est un autre humoriste d'ici. On lui avait donc proposé Là où je me terre de Caroline Dawson. C'est un livre dont on a énormément entendu parler ici au Québec. C'est le roman d'un parcours migratoire, celui de Caroline Dawson. Et Caroline Dawson est malheureusement décédée il y a peu. Moi, c'est le genre de livre que j'ouvre toujours avec un peu d'appréhension parce que je me dis, au cas où j'aime pas ça. T'sais, comment on peut critiquer le vécu des gens? Fait que c'est probablement pour ça que je me tiens souvent loin de ce genre de récit-là. Sauf que là, j'en avais tellement entendu parler que je pouvais pas ne pas le lire. Et je travaille avec beaucoup de gens également qui arrivent d'ailleurs dans le cadre de mon travail. Donc, il fallait, je voulais avoir une autre vision, je voulais avoir un autre regard sur cette situation-là. C'est un ouvrage qui rend clairement inconfortable parce que c'est inconfortable. Ça va mettre en lumière tout ce que les gens ont laissé derrière, mais aussi toutes les insuffisances de notre système quand on veut accueillir les gens. Et d'un autre côté, c'est compliqué parce qu'il n'y a rien de simple. On voudrait toujours faire plus, mais jusqu'à quel point on peut. Bref, ça soulève toutes ces questions-là qui sont encore maintenant au centre de plusieurs discussions, autant au quotidien que dans la sphère politique. On a donc une voix d'enfant, la petite Caroline. Caroline, elle est née au Chili. Ses parents ont fui la dictature de Pinochet et elle, c'est une enfant qui arrive ici. Elle voit ce qu'elle laisse derrière, mais jusqu'à quel point elle le réalise, je ne le sais pas. Elle arrive d'un monde où les petites filles sont toutes pareilles, elles ont toutes le même nom, et elle, ce qu'elle veut, c'est fitter. Elle veut être une bonne petite immigrante, quitte à laisser une part d'elle-même derrière, et c'est toute la reconquête de cette part chilienne d'elle qu'on va suivre dans ce roman-là. Il y a certains passages qui sont déchirants, entre autres les passages sur sa mère. Sa mère, elle fait des ménages, beaucoup de ménages, et la façon dont elle est traitée, des fois, ça fait peur, alors qu'au Chili, elle avait un statut social, elle avait une formation, c'est une femme qui est instruite, et là, elle se retrouve à travailler plus, pas assez de temps pour faire de la francisation parce qu'il faut qu'elle travaille. Bref, ils peuvent pas se réaliser, ils peuvent survivre, même si c'est dans un pays où il y a la paix. Donc oui, on comprend que des fois, ils s'ennuient de leur ancien pays pour plein de raisons, et ça, je trouve que ça l'explique assez bien.
La seule partie à laquelle moi j'ai moins adhéré, c'est la voix d'enfant. J'ai souvent ces difficultés-là avec les voix d'enfant. C'est une petite fille de 7-8 ans qui parle, puis elle va nous dire « Ah, j'ai tout de suite su, j'ai tout de suite compris, je savais déjà à ce moment-là. » Et j'ai de la misère à y croire. Bon, peut-être qu'elle était extrêmement éveillée, mais... En tout cas, j'ai mon bémol. Mon bémol est là. J'ai davantage vu ça comme une adulte qui revisitait ses pensées d'enfant et moi, je l'ai pris comme ça. Ça nous fait donc passer de l'autre côté du miroir. Ça nous permet de voir l'autre côté d'une situation et de se questionner autrement et de tenter de voir les choses autrement pour que ça finisse par s'améliorer. Donc voilà. Le deuxième ouvrage que j'ai déjà lu, c'est celui qui a été présenté à Michel Jean, c'est-à-dire l'auteur de Coucoum, de Ellénou et de plein d'autres romans. Je vous en ai souvent parlé ici. Et il lui avait proposé de lire La Petite Noirceur de Jean-Philippe Plot. Je pense que celui-là, je vous en ai déjà parlé ici. Je pense. Par contre, cette semaine, il est revenu dans les journaux parce qu'il y a des gens de sa famille qui se sont un peu reconnus et qui l'ont poursuivi et qui ne sont pas du tout contents. Est-ce que je les comprends? Oui, un peu. Un peu, oui, je les comprends un peu parce que même si moi je voyais qu'il y avait de l'amour et beaucoup de bienveillance envers ces personnes-là, je comprends qu'ils n'aient pas aimé ça parce que des fois, quand on regarde une situation avec un œil sociologique détaché, c'est pas toujours beau. En tout cas, je les comprends un peu. J'aurais été frustrée, moi, que quelqu'un parle de moi comme ça, même si c'est vrai. Donc, on a l'auteur, Jean-Philippe Plot, qui est né d'un père analphabète, d'une maman qui n'est pas allée à l'école longtemps. Il vivait dans un quartier très populaire, d'une paye à l'autre, et il a grandi dans ce milieu-là avec tous les préjugés de l'époque, et en particulier ceux de cette classe sociale-là. C'est-à-dire la classe sociale qui n'a pas eu toutes les mêmes opportunités que les autres et qui n'a pas nécessairement cherché à les avoir non plus, parce que trop occupé à essayer de gérer le quotidien. Lui, là, il a fait un grand écart. Genre, il est à la radio de Radio-Canada. Tu sais, moi, j'ai grandi dans la classe moyenne. Très, très moyenne. On n'était pas riches, mais classe moyenne. Et même pour moi, ça aurait été un grand écart, aller où il est allé. Donc, pour lui, là, c'était un vrai grand écart. Donc là-dedans, on a beaucoup d'anecdotes qui nous parlent de la diversité des cultures au Québec. Lui, il est débarqué là avec ses expressions, avec toutes ses zones d'ombre, avec toute une partie de la culture qu'il ne connaissait pas. Et en lisant cet ouvrage-là, on a l'impression que ça, c'est le point central de son existence. Il y pense constamment, il y pense sans arrêt. Et ici, il n'est pas juste question de la différence de classe entre le 1% et le reste. On se rend compte que même dans la classe moyenne versus ceux qui sont moins privilégiés, c'est deux mondes en fait. Et la notion de privilège est beaucoup plus universelle qu'on pense. Maintenant, est-ce que j'ai apprécié ma lecture? C'est un thème sur lequel je lis beaucoup, je côtoie beaucoup de vulnérabilité sociale, donc j'ai pris beaucoup de formation là-dessus. Donc, est-ce que j'ai appris? Non. Puis j'avais souvent l'impression que c'était de l'enfonçage de porte ouverte et on répète et on répète et on répète parce qu'on veut vraiment que le propos atteigne sa cible et c'est correct parce que c'est un peu un essai autobiographique, bref, c'est compliqué, mais on n'est pas dans un roman. Donc, c'est correct, on sert un message. Le but premier, c'est de faire passer le dit message et oui, c'est martelé, là. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'on est plusieurs membres de ma famille à l'avoir lu et que ça nous a vraiment fait discuter. Et ce qui est surtout bizarre, c'est que moi, ces concepts-là, je les avais vraiment appliqués à mon travail, mais je les avais jamais appliqués à ma vie personnelle et à mon entourage. Puis là, j'ai reconnu certaines personnes et ça m'a permis de comprendre un peu leur attitude et leur façon d'être, puis de voir, OK, c'est peut-être en lien avec tout ça. C'est donc une œuvre qui ouvre la discussion et c'est ce que j'ai préféré. Est-ce que j'ai trouvé qu'il y avait un peu de généralisation, un peu de déresponsabilisation sur un certain point? Oui, peut-être. Peut-être, parce que pour moi, il y a d'autres choses qui peuvent expliquer certaines choses. Je trouve que c'était quand même une vision assez tunnel par rapport à certaines problématiques. Mais c'est peut-être un choix de l'auteur et c'est peut-être mon propre privilège qui parle. Bref, vous pouvez lire, vous pouvez voir ce que vous allez en penser. Mais ouais, le thème des transfuges de classe. Rebonjour, j'ai lu un premier roman et c'est Le sang des innocents de S.A. Cosby. On va se le dire tout de suite, c'est le premier que je lis après avoir fait la liste et j'ai adoré ce roman-là. On est donc avec Titus Crown. Il est shérif d'une petite ville de Virginie. C'est le premier shérif noir de cette ville-là. Et oui, vous devinez de quoi ça va parler, entre autres. Donc, Titus, c'est un ancien du FBI et tous les jours, il doit naviguer avec les suprémacistes blancs d'un côté dans un endroit où la population majoritaire est noire. Puis, tu sais, juste le fait d'être shérif, là, ça complexifie les relations avec les autres personnes noires de son entourage, du moins avec certaines. L'histoire, elle commence avec une fusillade dans une école.
Le tireur, c'est un jeune garçon noir qui a tué un professeur qui était aimé de tout le monde, qui lui était blanc. Par contre, ça c'est une petite affaire dans tout ce qui se passe dans ce livre-là, parce que en ouvrant cette porte-là, notre shérif va découvrir une histoire d'horreur. On est donc dans un roman noir américain typique. On a une population qui est engluée dans des siècles de racisme. C'est comme ça depuis des générations, à tel point que c'est presque devenu normal pour eux. C'est un petit village, tout le monde se connaît, impossible de rester loin de ceux que tu veux pas voir, là. Ça se peut comme pas. Il y a plusieurs églises, il y a plusieurs cliques, plein de machinations, plein de chicanes les uns avec les autres, et bien dans ce village-là, il n'y a pas juste ça qui se passe, comme on va le découvrir. Tu sais, dans cette situation-là, c'est impossible d'oublier la couleur de la peau des personnages, même pas une seconde. Et pour eux, ça doit pas être possible non plus, parce que autant pour nous, les Blancs, c'est facile, mais je pense que pour les Noirs, ils peuvent jamais l'oublier, là. Bref, au moment où se passe l'histoire, il y a un groupe de jeunes personnes noires qui veulent déboulonner une statue d'un héros de la Confédération, puis de l'autre côté, ben, t'as les fils de la Confédération qui veulent faire revivre le glorieux passé. On a donc un personnage principal qui a un lourd passé, il semble être en quête de rédemption dans tout ça, et ben c'est en train d'exploser autour de lui. Là. Imaginez un jeune noir qui a tué un blanc, et là il découvre d'autres choses derrière ça. Mais il peut pas tant en parler. Alors tout le monde a son opinion. Ajoutons à ça le conseil municipal qui le fait. Il doit dealer avec sa copine, avec sa famille, il est très très proche de son père qui est un homme très très pieux, tandis que lui, il ne croit plus. Il y a son frère qui est un peu le bad boy dans tout ça. Et Titus, lui, il est pris dans son travail, il est pris 24 heures sur 24. Pour moi, c'était une très très bonne lecture. Bon, il y a une petite partie que j'ai moins aimée, mais je peux pas vous dire pourquoi parce que ça donnerait des spoilers sur la fin, mais en gros, tout m'a plu dans ce roman-là, la façon de décrire, la façon d'expliquer les choses, on se sent dans cet endroit-là. On la ressent, l'oppression qui est mise sur Titus à cause de la question raciale. C'est humide, c'est poisseux. C'est un roman social. Il y a beaucoup de religion là-dedans, mais c'était pas trop. Habituellement, j'aime pas ça, mais dans ce cas-là, ça fait tellement partie de la vie de la petite communauté que c'est impossible de passer à côté. Il fallait en parler. Mais c'est pas tannant, donc parfait pour moi. Tu sais, on a un papa très très croyant, là, ça parle de la foi puis de l'important, bref. On est là-dedans souvent. Mais j'ai pas l'impression de me faire la morale, donc dans ce temps-là, ben ça passe. Bref, La plume est évocatrice, c'est un roman qui est percutant, c'est un regard très acéré sur un petit village américain en 2017, je crois. Un petit village sur lequel pèsent des siècles d'histoires horribles. Ça parle de racisme ordinaire et d'un autre qui l'est beaucoup moins. C'est excellent, je le recommande à tout le monde, c'est un roman qui est très très fort. Je vous reviens avec une deuxième lecture dans le cadre de ce vlog et c'est L'Assassin du dimanche de Leslie Kaplan. On va dire d'emblée, j'ai beaucoup moins aimé que celui dont je vous ai parlé la dernière fois. Ici, je suis restée un peu sur le carreau. En fait, je l'aurais certainement pas lu, cet ouvrage-là, s'il n'avait pas été suggéré par Mariana. Et franchement, je pense que j'aurais pu m'en passer. J'ai rien à lui reprocher, là. J'ai rien à lui reprocher, j'ai juste pas compris où est-ce qu'on s'en allait avec tout ça. En fait, oui, je comprends, mais je trouve pas que ça apporte quoi que ce soit de neuf. En tout cas, je vous explique. Nous sommes en France, surtout dans Paris et les environs, et il y a un assassin qui tue des femmes le dimanche. Il y a donc une série de féminicides, et c'est long, ça traîne. Il y a donc un groupe de femmes qui décident de se mettre ensemble pour tenter, elles, de retrouver l'assassin et de l'arrêter. Chacune a son histoire, chacune est différente, mais c'est un très très court roman et j'ai pas eu le temps d'avoir vraiment l'impression de les connaître. Je vous dis un peu ce dont je me souviens. On a Jacqueline. Jacqueline, elle sort de prison, je pense que c'est une braqueuse, quelque chose comme ça. On a Anaïs, elle était prof de philo. Louise, c'est une femme de théâtre. Stella, je crois qu'elle est mannequin et elle est une très très grande beauté. Elle se sent prisonnière de tout ça. Il y a Aurélie. Aurélie, elle travaille dans une usine de biscuits. Et il y a beaucoup d'autres mondes autour de ces femmes-là, mais c'est surtout d'elles dont on va parler. Et il y a des rencontres et elle tente de mettre un plan au point pour attraper l'assassin du dimanche. Est-ce que l'idée du plan est réaliste? Est-ce qu'il y a la moindre chance que ça aurait pu marcher? Non, je pense vraiment pas, là. Mais je pense pas que c'est l'important. Je pense que l'autrice voulait parler de sororité. Elle voulait parler d'entraide, elle voulait parler de faire ensemble. Il y a beaucoup de solidarité là-dedans et les femmes s'organisent à leur façon avec leurs armes à elles. J'ai aimé aussi le fait qu'on passe pas beaucoup de temps sur l'assassin. On parle des femmes, on parle de celles qui veulent l'attraper. Ce sont elles qui sont dans la lumière et c'est pas l'assassin comme ce l'est souvent.
Bref, on va avoir droit à plusieurs anecdotes du passé de chacune de ces femmes-là. Comme je vous disais, j'ai pas eu l'impression de les connaître. Par contre, je trouvais que les anecdotes étaient bien choisies. Ça permettait de bien cerner une partie des personnages. Mais quand même, ça restait en surface. Même chose sur les idées. Je trouvais qu'il y avait plein de choses qui étaient soulevées, mais c'était une phrase comme ça, c'était pas du tout étoffé. Moi, j'ai lu beaucoup de littérature féministe. Je dis pas ça me vanter, là, pas pantoute, c'est juste parce que ça m'intéresse. J'ai pas trouvé qu'on avait rien de nouveau dans tout ça. Ceci dit, pour des gens qui n'ont pas lu beaucoup là-dessus, qui sont intéressés à la question du féminicide, ça peut être une bonne porte d'entrée parce que c'est très court, c'est simple, ça se lit bien. Je l'ai lu en 1h30 une après-midi, là, sincèrement, ça se lit tout seul. Je me suis pas ennuyée pendant la lecture de ce roman-là, mais j'ai quand même un peu trouvé que ça allait nulle part à la fin, même si je l'ai aimé la fin, là, je trouvais que ça fitait avec ce que l'autrice voulait faire. Par contre, c'était un petit peu anticlimatique, puis peut-être pas pour la raison qui pourrait vous sembler la plus évidente, mais je vous dirais rien, là, c'est pas une enquête, il faut pas s'attendre à ça, c'est une histoire de femmes qui décident d'agir ensemble. Donc voilà, c'est ce que j'en ai pensé, je suis désolée de ne pas le vanter plus que ça. C'est pas une mauvaise lecture, mais moyen. Voilà. Aujourd'hui, j'ai lu La justice des hommes de Santiago H. Je m'en rappelle jamais. Amigorena. Amigorena, je vais y arriver. Pourtant, c'est pas parce que j'ai de la difficulté à me souvenir du nom de l'auteur que j'ai pas aimé le livre parce que c'est un roman super fort que je n'aurais probablement jamais lu si ça avait pas été de cette vidéo. C'est bizarre, hein? Pourtant il était nominé pour le prix des libraires, puis souvent je lis tout, mais là, je sais pas, j'aurais jamais lu ça et j'aurais manqué un truc parce que c'était super bon. De quoi ça parle? Ça parle donc d'Aurélien et Alice. Ils se sont aimés passionnément. Bien entendu, ils ont des hauts et des bas. Ils sont les parents d'Elsa et de Lou et un soir, ça va déraper. Aurélien, il va perdre les pédales, il va prendre une série de décisions qui vont l'amener face à la justice et on le regarde aller et on a le goût, on est au début du roman puis on a le goût de dire non, fais pas ça. Tout de suite, j'ai été prise dans cette histoire-là. Donc, on parle d'une séparation, mais pas que, et je trouve ça différent des autres romans de séparation que j'ai pu lire. Il y avait vraiment un truc dans ce roman-là. C'est un roman qui ne peut pas faire autrement que faire réagir. La souffrance de ces personnages-là, elle est tellement forte, tellement prégnante dans ce roman-là, que c'est impossible de pas souffrir avec eux, même quand ils prennent les pires décisions de la Terre, puis qu'ils décident de pas se parler, puis qu'on dirait que la situation perdure, puis qu'ils s'aident pas. Aurélien mot a dit qu'ils s'aident pas. Mais l'auteur réussit à nous faire ressentir que la souffrance est tellement forte, tellement lourde sur leurs épaules qu'ils sont juste incapables. C'est la fin d'une relation, c'est jamais le fun, mais dans un contexte comme ça doit être l'horreur. Quand la justice s'en mêle, on a l'impression de perdre le contrôle, du moins j'imagine, là, parce que je l'ai pas vécu. Tu sais, en cours, c'est noir ou blanc. Ici, on est tout en zone de gris, des fois gris foncé, mais... En tout cas, ici, vous l'avez lu, je suis certaine que vous voyez de quoi je parle. On a des personnages qui non seulement ne se parlent pas, mais qui ne parlent pas tout court. Aurélien, surtout, il va se murer dans le silence et ça va avoir des conséquences épouvantables. Tu sais, il fuit tellement sa réalité qu'on dirait qu'il vit dans un monde parallèle. Il y a d'énormes blessures, d'énormes non-dits et il y a un sentiment de culpabilité qui est épouvantable. Il y a de la colère chez Alice parce qu'elle parle pas tant, elle non plus, là. Mais on la comprend d'être montadie, voire même en crise, là, c'est normal. Bref, c'est un roman très fort, c'est un roman qui frappe, je trouve qu'il y avait un ton haletant et je trouve que ça correspond parfaitement à ce récit-là. J'ai donc beaucoup aimé, c'était une très bonne lecture. Je vous reviens donc aujourd'hui pour vous parler de Après minuit de Gillian McAllister, qui est la traduction de ce roman-là, qui est Wrong Place, Wrong Time. Et je savais pas quand je l'ai lu en français sur ma liseuse, et j'aurais tellement dû le lire en anglais, mais tellement. Je vous explique. Ce qui n'est pas clair dans le titre français, mais qui l'est beaucoup plus dans le titre anglais, c'est que c'est une histoire de voyage dans le temps. Je sais pas si vous savez, je vous ai fait une vidéo complète sur les romans qui parlent de voyage dans le temps. C'est un trope que j'adore. Donc, je savais pas en le prenant, et quand j'ai réalisé, j'ai fait « Ouh, que c'est cool ». Le roman commence donc un 29 octobre. Faut le retenir, c'est important, sinon vous allez être mêlés. Ce soir-là, Jen, qui est le personnage principal, qui est avocate, elle est chez elle et elle attend que son grand garçon, qui vient juste d'avoir 18 ans, revienne de sortir. Parce que oui, elle est un petit peu stressée. Kelly, son mari, l'est beaucoup moins, mais c'est un couple heureux, c'est un couple qui s'aime, c'est un couple qui ont su vraiment renouveler leur flamme. Bref, ça va très très bien. Bon, depuis quelques semaines, peut-être que Todd, il va moins bien. Todd, c'est leur garçon. Mais bon, c'est normal, il a 18 ans, c'est un ado. Sauf que ce soir-là, elle le voit revenir dans la rue et il tue quelqu'un avec un couteau. Vous pouvez vous imaginer que son monde s'effondre. Todd, c'est un jeune geek, c'est un jeune intello, très intelligent, il est à des lieues de ça.
qu'est-ce qui a bien pu se passer? Déjà là, c'est super intriguant. Ce qui l'est encore plus, c'est que le lendemain, quand elle se réveille après être passée au poste de police et avoir vécu l'enfer, c'est que son garçon, il est dans sa chambre. Son mari, il sait pas de quoi elle parle. Elle regarde le calendrier, ou plutôt son téléphone, et nous sommes le 28 octobre. On était le 29 tantôt. Donc, elle semble voyager dans le temps à reculons. Mais c'est-tu assez trippant? C'est-tu assez trippant comme contexte? Donc, on s'imagine qu'il y a un truc à résoudre. La construction à rebours, c'est bien fait. Ça a dû vraiment demander beaucoup de travail et de planification pour que tout ça, ça se tienne. J'ai lu ce roman-là en un après-midi. On veut savoir ce qui va se passer, c'est prenant. Bon, on s'entend, je suis devin, j'ai vu venir beaucoup de choses, mais il y a plein de rebondissements les uns après les autres. Et surtout, moi, je voulais savoir comment l'héroïne allait elle, réussir à emboîter les pièces du casse-tête. À toutes les fois qu'elle trouvait un truc, j'avais le goût de faire « Way to go, girl! » Bref, ça, j'ai beaucoup aimé ça dans ma lecture. Par contre, mon problème est venu avec la version française. J'ai lu la version anglaise, là. C'est un petit peu tarabiscoté, elle aime beaucoup les virgules, il y a certaines images qui sont étranges, mais il y a des choix de mots dans la traduction française qui ont comme pas de bon sens. J'ai posté plusieurs stories sur Insta à ce propos-là, je me dis « Voyons, mais... » ça n'a pas d'allure, ça n'a pas d'allure. Genre, c'est écrit parenté au lieu de parentalité, ça veut pas dire la même affaire. Il y a des temps de verbes, ça n'a comme pas de bon sens. Il y a des phrases qui font tarabiscoter. Tu sais, à un moment donné, je me suis dit, ça a-tu été traduit par une intelligence artificielle? Puis il y a eu un problème éditorial après. Je me suis vraiment posé des questions. J'aurais dû retourner en anglais parce que ça passe beaucoup mieux en anglais. En fait, c'est peut-être parce que mon anglais est moins bon, puis je me rends moins compte des trucs qui fitent pas parfaitement, là, mais en tout cas. Disons qu'il y avait des façons de dire les choses, ma foi, fort originales. Ceci dit, c'est vraiment niaiseux. Ce livre-là, là, il était en haut dans ma bibliothèque à lire qui est dans l'autre pièce, puis j'avais juste à aller le prendre, mais j'avais pas allumé que c'était le même livre parce que j'étais trop paresseuse pour regarder. Bon, on vient au bon côté parce qu'il y en a d'autres des bons côtés. En fait, on a l'histoire de Jen et elle est terriblement toute seule dans cette situation-là parce que personne la croit, puis tout ce qu'elle fait une journée, ben, c'est effacé le lendemain, donc elle est prise avec des journées qui s'effacent, des mémoires qui s'effacent. C'est super difficile pour elle de gérer tout ça, mais elle n'a pas le choix, c'est la seule chose à laquelle elle peut s'accrocher. Elle va trouver certains alliés, mais à un moment donné, elle va découvrir des choses, puis elle ne saura plus à qui elle peut se fier. J'ai trouvé ce personnage-là très crédible. J'ai eu peur à un moment donné du message derrière tout ça, mais non, ayez pas peur, là. C'est une mère et c'est une maman qui se culpabilise de tout. Elle n'a pas eu la maternité facile. Au départ, c'est pas venu tout seul à être cette mère aimante et ça n'a pas été évident au début, là. Ça a pris un moment pour s'attacher, ce qui est tout à fait normal, mais elle se le pardonne pas vraiment. Donc, elle voit tous les événements à reculons, avec cette lunette-là, avec cette grille de lecture-là, et elle se remet en question, et elle se sent coupable. Et j'ai trouvé que c'était tellement réaliste. Je voyais toutes mes amies qui sont mères dans ça, qui prennent sur elles des choses, ils n'ont pas rapport, là, c'était pas de leur faute, mais ils prennent quand même, elles peuvent pas s'en empêcher. Et ça, j'ai trouvé que c'était super bien fait. Ce personnage-là, il était très bien construit. J'ai aussi beaucoup apprécié voir la vie de famille, voir Todd qui rajeunit, c'est un enfant qui est terriblement attachant et l'amour dans le regard qu'elle lui porte, ça fait chaud au cœur de voir ça et quand on sait ce qui est arrivé, on se dit mais voyons mais comment ils vont en arriver là, ça se peut comme pas. Bref, c'est un roman que je qualifierais de divertissant, de grand public, et c'est pas péjoratif. Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui peuvent aimer ça si on adhère au truc du voyage dans le temps au départ, là, mais je pense que ça peut plaire à vraiment beaucoup de gens. Il y a beaucoup de péripéties, les fils vont se dénouer graduellement, il y a quelque chose qui arrive de temps en temps, ou c'est expliqué un peu plus tard. On a vraiment le goût d'encourager l'héroïne qui est super attachante à chaque nouvelle découverte, puis on a le goût de dire non, c'est pas de ta faute. Bref, c'est bien fait pour ça, là, on s'attache à l'héroïne. Je viens de dire qu'elle est attachante puis qu'on s'attache. Ou le choix de vocabulaire. Problème éditorial ici. Bref, pour moi, c'est pas un grand roman, mais je l'ai vu dans les favoris lecture de plusieurs blogueurs et booktubers les années précédentes, donc c'est un roman qui a été vraiment beaucoup apprécié. Moi, j'ai quand même une petite réserve avec la première scène. Je suis pas certaine que ça colle tant que ça au reste. Un aspect du personnage de Todd, il y a un truc que je comprends pas encore. Si vous tenez à ce que l'aspect des voyages dans le temps soit bien expliqué, on va pas là-dedans non plus. Moi, ça m'a pas dérangé dans ce cas-là. Je trouvais que ça passait assez bien. C'était une bonne lecture, très bon moment. Si vous aimez ce type de lecture-là, ben allez-y, je recommande. Ok, celui-là, il était pas pour moi. J'ai donc lu L'heure du retour de Christopher M. Wood et c'est un roman qui me criait « Ne me lis pas, tu ne vas pas m'aimer ». Mais bon, c'était dans le cadre de ce concept vidéo, je l'ai donc lu quand même et bon, c'était pas pour moi là, c'était clairement pas pour moi.
On est donc dans un roman post-apo, on est aux États-Unis, on est dans un futur proche, et la fin du monde est venue à cause d'une pandémie. C'est là où ça crie « Karine, c'est pas pour toi ». Non, comment dire, non. Je sais pas comment j'ai survécu à celle-là, et bien à part de ça, je me suis auto-surprise, mais non, je peux plus. C'était trop. Bref, si je comprends pourquoi certains ont pu l'aimer, pour moi, j'aurais clairement pu m'en passer et je pense que j'aurais dû le faire. On est avec un couple, Bill et Penelope. Ils habitent à l'est des États-Unis. Presque tout le monde est mort, mais eux, imaginez-vous que les deux ont survécu et non seulement ça, leur fille Anna, qui est à l'autre bout du pays, a aussi survécu. Donc, ils font partie des rares chanceux, on s'entend. Mais malgré tout, ces personnages-là, ils ont vécu leur fin du monde. Il n'y a plus de communication, il n'y a plus de technologie. Il faut réapprendre à vivre avec de nouvelles balises, une nouvelle façon de faire. Et ben, c'est pas simple. C'est clairement pas simple. Penelope, elle, depuis cette pandémie-là, elle est murée dans une dépression, dans son silence. Bill, lui, essaie de reconstruire son existence. Il réussit plus ou moins, mais bon, il cultive des carottes dans leur jardin là, pour essayer de survivre parce que, bon, ben, il n'y a plus personne puis il n'y a plus rien qui marche. Sauf qu'un jour, leur fille Anna les appelle et leur dit qu'elle va couper tous les ponts avec eux parce qu'elle va entrer dans le revival qui semble être une secte bizarre. Vous vous imaginez que c'est la panique, mais Penelope, elle va sortir de sa dépression parce qu'elle dit « Je dois sauver ma fille, elle a un but maintenant dans la vie » et elle redevient elle-même qui était une femme très, très terre-à-terre, très, très pragmatique. Et ils décident de partir à l'autre bout du pays pour sauver leur fille, sans trop savoir comment, en fait. Puis surtout, sans savoir à quoi s'attendre. En gros, c'est un road trip. En plus d'une pandémie, j'aime pas tant les road trips. Donc, ouais. Ils vont faire des bonnes rencontres, des mauvaises rencontres. Il y en avait qui étaient quand même intéressantes. En fait, je pense que j'ai aimé plus certains personnages qu'ils rencontraient que eux. C'est un problème. C'est un problème. Par contre, les moments où Penelope prenait le pouvoir, ça j'ai beaucoup aimé, ça me plaisait. Tout va vite, il y a énormément de péripéties, plein de situations qui semblent sans issue, mais bon, on se doute qu'ils finissent souvent par s'en sortir. Puis il n'y a pas tant d'espoir. Ça arrive un petit peu à la fin, mais quand même, c'est une petite note d'espoir. Toute petite. Puis autant il se passe plein de choses, plein de péripéties, autant j'ai trouvé la fin un petit peu abrupte. J'ai senti que l'auteur se laissait une place pour un tome 2 parce qu'il y a clairement un truc à faire. Ça pourrait rester comme ça, mais il y a un truc à faire. Bon, on s'entend, je le lirai pas. Mais c'est ça, donc pour moi, pas tant. Il y a un autre truc qui m'a un petit peu dérangée par contre, et là, il y a peut-être un peu de controverse dans tout ça, c'est que Bill est un homme blanc, Penelope est une femme noire. J'aurais dû le dire avant parce que ça a quand même beaucoup d'importance dans ce roman-là. Et j'ai senti que l'auteur voulait remettre en question les dictats, reconstruire quelque chose, remettre en question les normes de notre société. J'ai senti qu'il voulait le faire. Il y a beaucoup de trucs sur le racisme, mais j'ai trouvé ça très maladroit. C'est étrange, comment le dire. Ça semblait plaquer les petites réflexions qui sortaient. J'avais l'impression que l'auteur voulait nous dire « Hey Bill, mon personnage blanc, il est tellement bien déconstruit, là. » Puis ça m'a gossé. On va dire ça comme ça. J'ai trouvé que c'était plaqué, que c'était pas approfondi. Tant qu'aller là-dedans, j'aurais aimé ça qu'on y aille pour vrai. Bref, demi-teinte, mais je comprends pourquoi ça va plaire. Et dans mes lectures post-apo, j'ai quand même aimé Swan Song, j'ai quand même aimé Station 11, donc c'est pas complètement perdu pour moi, mais je suis trop stressée, je pense. Ça me stresse. Ouais. On en est donc au dernier clip de cette vidéo, et ça va bien se terminer parce que j'ai beaucoup aimé Furie de Myriam Vincent. En fait, c'est une autrice que je voulais lire depuis vraiment longtemps, mais je me décidais pas. Je comprends pas pourquoi. En fait, je voulais lire à la maison, et finalement, à cause de cette vidéo-là, ben, j'ai lu Furie, qui est, je crois, son premier roman. Je pense que c'est en 2020 que ça a été publié, en tout cas. Ça fait quelques années. Dans cette histoire-là, on est vraiment dans le female rage qu'on voit quand même beaucoup ces dernières années. Ce roman-là, il était un peu fait pour moi parce que j'aime beaucoup ces narratrices un peu ambiguës, très ambiguës dans ce cas-là. C'est un roman qui est original. J'ai tout de suite aimé le ton de Myriam Vincent, c'est-à-dire qu'on est dans l'oralité, mais on sent qu'il y a beaucoup de références en arrière, ça se lit tout seul, et j'ai trouvé ça très beau comme écriture, même si on n'est pas dans les grands mots à 3000$. Ben des fois, mais pas tout le temps. Si vous me connaissez un peu à l'extérieur des vidéos, parce que je ne parle pas tant de bandes dessinées ici, mais j'aime beaucoup les bandes dessinées de super-héros. Oui, je sais, c'est étrange, mais j'aime ça, qu'est-ce que vous voulez? Et ici, on sent l'influence de ce type de BD-là, autant dans la découpe que dans les thèmes et dans les références. Il y a tout plein de références assez actuelles. Je pense que ça va bien vieillir parce que ça fait quand même quelques années et je trouve ça encore hyper pertinent maintenant.
On est donc avec une jeune femme qui n'est pas tout à fait notre jeune vingtenaire ordinaire. En fait, Marilyn, elle est assassine. Qu'est-ce qui l'a menée là? C'est que quelques années plus tôt, sa meilleure amie Julie, c'était genre son âme sœur, sa presque sœur, elle a été violée et ensuite elle s'est enlevée la vie. Bien entendu, ces viols-là, ils ont été acquittés et Marilyn, elle bouille depuis ce temps-là et elle décide de se venger. Ça va pas se passer tout à fait comme prévu parce qu'elle va se ramasser employée d'un criminal mastermind qui a l'air d'une personne tout à fait ordinaire. Il va la former, elle va devenir tueuse à gages et une très très bonne tueuse à gages. Ça semble aller jusqu'à ce qu'un jour elle se dise « je devrais finir mon bac quand même ». Donc, elle était au bac en littérature, elle va prendre quelques cours en se disant « je vais rester dans mon coin ». Mais c'est pas tout à fait ce qui se passe parce qu'elle rencontre Zoé, coup de foudre amical et ça va remettre plein de choses en question. Ça va relativiser plusieurs aspects de sa vie et ça va mener à des réflexions et à des questionnements. C'est, comme je le disais, un roman de rage féminine, c'est féministe, c'est anti-patriarcat, anti-dictat fait aux femmes. Et on a une héroïne qui, quand la justice a failli à son amie, a décidé de prendre les choses en main et pas à peu près. Moi, là, j'étais investie dans ce roman-là. Je l'ai lu hyper rapidement, même si j'avais pas nécessairement le temps. J'étais attachée aux personnages, je les comprenais dans leurs contradictions, même si clairement, je suis beaucoup trop heureuse pour être assassine puis je serais nulle. Je serais vraiment nulle. Il y a certaines scènes qui sont pas faciles. Ça parle de vengeance, ça parle d'humanité. Oui, il y a certaines scènes, certaines réflexions qui peuvent être un petit peu redondantes. À un moment donné, on se dit, OK, ça fait quelques fois qu'elle les a, là, ces réflexions-là, et ça avance pas tant. Mais comme j'étais attachée au personnage, ça me dérangeait pas vraiment. Par contre, la fin, je sais pas comment me situer par rapport à la fin. Soit c'est un coup de génie, soit c'est horriblement frustrant. Je suis pas encore décidée, mais je vais m'en rappeler, puis je vais clairement relire l'autrice. Donc, ça termine bien cette vidéo. Alors voilà, c'était tout pour cette expérience littéraire où je lisais tous les romans que Mariana Mazza avait suggérés à son émission. Et maintenant, on va se poser la question, est-ce qu'on est compatible? Bon, si je regarde, il y a 3 romans auxquels j'ai donné un 4 étoiles. Pour moi, c'est très très bon, un 4 étoiles. Des fois, ça monte en 5 plus tard, mais jamais je mets des 5 étoiles tout de suite. Fait qu'un 4, c'est bon, c'est de très très bonne lecture. On a eu Fury, on a eu La justice des hommes et Le sang des innocents. Je pense que celui qui m'a le plus marqué, c'est Le sang des innocents. Ouais, je pense que c'est celui-là que j'ai préféré. Pourtant, c'est pas le genre que je lis le plus souvent. Préféré, c'est un grand mot. Celui qui m'a le plus marqué, on va rester là-dessus. J'ai aussi passé un bon moment de lecture, c'est-à-dire un 3.5 étoiles avec celui-ci qui s'appelait en français, qui s'appelait Après minuit. Et ça, c'est clairement quelque chose que j'aurais choisi pour moi de toute façon. Et finalement, 2 expériences moins réussies avec L'heure du retour de Christopher M. Hood et L'assassin du dimanche de Leslie Kaplan. Donc, est-ce que je vais reprendre ces recommandations? Je pense que oui, je vais reprendre ces recommandations. D'ailleurs, j'ai commencé à noter celles qu'elle nous donne dans Bonsoir, bonsoir ces temps-ci. Peut-être que je ferai une autre vidéo, j'ai pas encore décidé, mais si vous avez, vous, la liste des recommandations que Mariana Mazza a données à Bonsoir, bonsoir, je serais preneuse parce que j'ai fait quelque chose que je fais jamais. J'ai demandé à ChatGPT, puis même lui, il a pas pu me dire. Donc, dites-moi, je vais regarder qu'est-ce que j'ai lu là-dedans, qu'est-ce que j'ai aimé, et est-ce que j'en choisirais pas quelques-uns pour les lire encore une fois, vu qu'il y a quand même plein de choses qui me plaisent. Alors voilà, c'était tout pour cette vidéo. Si vous êtes québécois, est-ce que vous suivez ces recommandations? Est-ce que vous vous laissez tenter par les livres que Mariana Mazza propose? Si vous êtes encore là, vous pouvez faire un petit emoji de personne qui rit parce qu'elle est humoriste. Comme vous le savez, moi ce que je préfère, c'est les commentaires. Donc si vous avez lu certains de ces romans, n'hésitez pas, parlez-moi, je suis preneuse, même si vous n'êtes pas d'accord avec moi. Si vous avez aimé la vidéo, vous pouvez la liker et la partager ou, soyons fous, vous abonner à ma chaîne si mon contenu vous intéresse. Sur ce, je vous souhaite une bonne fin de journée, de bonne lecture et à la prochaine!